suis Guillaume Dupuis, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Je fais ma recherche à l'ISMO avec l'équipe de Sandrine Lévesque-Faure. Et je vais vous parler un petit peu d'optique, plus particulièrement de comment fonctionnent les techniques de super résolution en microscopie de fluorescence. A priori, j'ai prévu de parler en français, mais mes transparences sont en anglais. Donc si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser à la fin. J'ai combien de temps? 30 minutes, c'est ça? Parfait. Ok, alors, pour démarrer, pourquoi est-ce qu'on utilise des microscopes optiques quand on fait de la biologie? Principalement parce que les cellules et les échantillons qu'on a envie de regarder sont des objets complexes et surtout fragiles, et qu'ils présentent aussi l'avantage d'être transparents à la lumière. Donc c'est la raison pour laquelle, puisqu'ils sont fragiles et que c'est beaucoup moins pénible pour les échantillons d'être observés avec de la lumière qu'avec un faisceau d'électrons, par exemple, on préfère utiliser des microscopes optiques. Le problème que ça représente, c'est que les échantillons qu'on regarde en microscopie optique, a priori, ils sont essentiellement composés d'eau ou de molécules qui n'ont pas particulièrement un signal optique super discriminant. Ce qui fait que si on ne met pas en place des stratégies de contraste notamment, ou en tout cas des marquages, on peut pas voir grand-chose. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous représenter ici en bas à gauche. On voit pas grand-chose. Donc pour voir quelque chose, soit on met en place des techniques de contraste, soit on utilise des colorants. Enfin, comme ce qui est utilisé pour faire ces images, c'est une onde, et que les ondes, ça a la fâcheuse tendance à diffracter, on a une limite fondamentale de résolution sur laquelle je vais revenir. Donc ici, on pratique, en tout cas ici à MIFOBio, j'entends, on pratique beaucoup la microscopie de fluorescence, et la raison pour laquelle on pratique beaucoup la microscopie de fluorescence, c'est que déjà on sait assez bien faire, depuis assez longtemps finalement, puisque on connaît à peu près les fluorophores depuis plus d'une centaine d'années maintenant. Sur les 100 dernières années, on a appris à les positionner exactement aux endroits qui nous intéressent dans les cellules. Et l'intérêt que ça représente en termes d'imagerie, c'est le fait que pour réaliser une image de fluorescence, on n'utilise pas la même longueur d'onde pour exciter le fluorophore et pour collecter la lumière qui est émise par ce fluorophore. C'est ce qu'on appelle le décalage de Stokes, dont Dominique vous parlera plus précisément juste après moi, je pense. Voilà, donc l'avantage que ça représente par rapport à une microscopie optique sans marqueur tout à fait standard, c'est que vous voyez en bas à gauche, que d'un seul coup, on se met à avoir un contraste super spécifique et une image avec finalement une information beaucoup plus facile à extraire. Mais comme ça reste de l'optique et que ça reste des ondes, on est toujours limité par la diffraction. Donc voilà, une image qu'on obtient de façon assez simple finalement, maintenant avec un microscope de fluorescence, sur réserve qu'on est capable de marquer les choses qui nous intéressent avec des marqueurs fluorescents. Donc là, en l'occurrence, on en a utilisé 3, un pour l'actine, un pour le noyau et un pour les mitochondries qui est rouge. Et vous allez me dire, si on est capable d'avoir des images aussi jolies, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des écoles thématiques sur la microscopie de fluorescence? Parce que ça donne un peu l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Alors en fait, si, il reste plein de trucs à faire. Par exemple, réussir à acquérir les images de plus en plus vite, de façon à pouvoir observer des phénomènes qui se passent à une échelle temporelle plus rapide. Évidemment, on a envie d'avoir le meilleur contraste possible, et en particulier des images avec beaucoup de signal et pas beaucoup de bruit. Alors, comme c'est des objets fragiles qu'on regarde, on a quand même envie de pas trop les abîmer pendant qu'on en fait des images. Donc, on essaie de minimiser un petit peu le dommage que crée la lumière sur les cellules. Et si vous êtes allé à la plage, vous savez que c'est globalement pas très très bon pour les cellules de passer son temps sous la lumière. Et enfin, et c'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui, on essaye d'améliorer la résolution spatiale qui est a priori limitée par la diffraction. Donc cette limite de diffraction fait que on est typiquement limité à séparer des détails qui sont de l'ordre de 200 et quelques nanomètres dans les longueurs d'onde du visible transversalement, et autour de 600 à 800 nanomètres axialement.
Donc globalement, on n'a pas une sonde super précise dans les cellules quand on fait de l'imagerie optique. Et donc, on est un petit peu limité en termes d'objets qu'on peut observer avec des microscopes optiques à typiquement des jolies mitochondries, mais pas beaucoup mieux. Alors maintenant, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a dans un microscope optique. Pour celles et ceux parmi vous qui sont pas encore familiers avec ce type d'instrument. Donc, comme j'aime souvent le dire, moi je suis un opticien du XXe siècle, pas du XXIe. Donc pour moi, dans un microscope, il y a un oculaire. Et même maintenant, j'ai tendance à être très gêné si je peux pas regarder mes échantillons à l'aide de l'oculaire. C'est un problème parce que de toute façon, avec les longueurs d'onde rouges qu'on utilise, on voit rien. Mais bon, ça reste un problème. C'est mon problème, c'est pas forcément le vôtre. Bref. Dans le microscope que j'ai appris à l'école, il y a deux principaux systèmes optiques, l'objectif et l'oculaire. Et ce qui est assez caractéristique des microscopes optiques, n'en déplaise à certaines personnes dans la salle, n'est-ce pas Lancelot, c'est que pour moi, dans un microscope optique, dans l'objectif, là, le diaphragme d'ouverture est situé dans le plan focal arrière de l'objectif, ce qui fait que l'objectif est télécentrique dans l'espace objet. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui est important en microscopie. Voilà. Et donc, on observe avec l'oculaire une image qui est renvoyée à l'infini de façon à pouvoir l'observer sans accommoder pour que ce soit plus confortable. Donc, comme vous voyez sur ce schéma-là, de façon à ce que mon image agrandie par l'objectif de mon objet soit la plus grande possible, de façon à ce que ça agrandisse finalement, il faut que mon objet soit placé plutôt très près de l'objectif et que la focale de mon objectif soit plutôt très courte. Voilà, c'est grosso modo un peu ça l'idée d'un microscope. Donc en vrai, les microscopes avec lesquels on travaille maintenant, ils ont une lentille de plus, enfin au moins une lentille de plus, qu'on appelle la lentille de tube, puisque les objectifs sont conçus pour fonctionner en conjugaison qu'on appelle foyer infini, c'est-à-dire que l'objet est littéralement placé dans le plan focal objet de l'objectif, l'image intermédiaire est renvoyée à l'infini, la lentille de tube la projette dans le plan focal objet de l'oculaire, et l'oculaire finalement la renvoie à l'infini pour qu'on puisse l'observer de façon confortable. L'avantage de cette lentille de tube, c'est qu'elle permet en fait de travailler dans tout l'espace entre l'objectif et la lentille de tube avec un faisceau qui est collimaté, ce qui permet d'inclure plein de dispositifs qui peuvent être intéressants comme des filtres spatiaux par exemple, ou des prismes, ou d'autres dispositifs dont je vous parlerai un peu par la suite et qui sont intéressants pour faire de belles images. Voilà, donc globalement, les microscopes, enfin, la version que moi je vais utiliser pour vous décrire comment ça marche un microscope optique, ce sera ces trois principales lentilles, l'objectif, la lentille de tube et éventuellement l'oculaire ou directement le détecteur que dans ces cas-là on place dans le plan de l'image intermédiaire ici représentée en rouge. Alors parlons maintenant de résolution de ces instruments. Donc comme je vous le disais, la lumière qu'on utilise pour réaliser ces images est une onde, et une onde, ça a le gros défaut d'avoir des propriétés de cohérence qui vont faire qu'il va y avoir des zones, quand on essaye de focaliser un faisceau, il va y avoir des zones qui vont se focaliser en interférence constructive, c'est-à-dire que les petites ondelettes qui vont arriver à cet endroit-là, c'est ce qui se passe ici, à cet endroit-là, les ondelettes, elles sont en phase, donc les interférences sont constructives, on a de la lumière, et en revanche, à cet endroit-là, à cause du léger décalage spatial qu'il y a entre dans la position, les ondes, elles arrivent en interférence destructive, donc on observe un anneau noir. Donc ce que je vous ai représenté en haut à droite de l'image, c'est ce qu'on appelle la PSF, ou Point Spread Function en anglais. En français, on dit souvent la fonction d'étalement du point ou la fonction d'instrument. Et c'est grosso modo la tâche image la plus petite qu'on réussit à obtenir quand on essaye de focaliser un faisceau de lumière. Et la taille de cette tâche image, elle est très liée finalement à ce qu'on appelle l'ouverture numérique, ou en tout cas la taille de la pupille de votre objectif. Donc plus vous allez avoir une grande pupille et une grande ouverture numérique, et plus vous serez capable de bien focaliser votre faisceau de lumière.
Donc ça va avoir une conséquence sur la résolution des images que vous allez obtenir. Que si on imagine qu'à chaque point que vous essayez d'imager, en fait, vous n'allez pas réussir à focaliser la lumière en un point, vous allez focaliser la lumière en une tâche, ben finalement... Ah ouais. Merci. Chaque point, vous n'arrivez pas à focaliser la lumière exactement en un point, pardon, vous la focalisez sous la forme d'une tâche. Forcément, si vos deux tâches ne sont pas bien séparées spatialement, comme par exemple dans cette configuration-là, vous n'arriverez pas à savoir que derrière cette tâche se cachent en fait deux objets qui sont juste légèrement séparés spatialement. Donc, l'idée d'améliorer la résolution dans un microscope optique, ça commence déjà par choisir une ouverture numérique qui sera très grande, puisque l'ouverture numérique, on la retrouve finalement ici, au dénominateur de cette fonction. Donc, plus votre ouverture numérique sera grande, et plus vous serez capable de focaliser finement les tâches images de chaque objet, et donc de les séparer plutôt dans cette configuration-là. Travailler avec une grande ouverture numérique, c'est donc nécessaire si on veut avoir une bonne résolution, mais il ne faut pas oublier que ça va avoir plein de conséquences en termes de conception globale du système optique, parce que notamment la PSF, cette point spread function, c'est pas juste une fonction 2D, c'est une fonction 3D, donc elle a une extension spatiale transversale qu'on vient d'améliorer en choisissant une grande ouverture numérique, mais ça va avoir aussi un effet sur la dimension axiale qui se trouve ici. Une conséquence aussi, c'est que plus vous allez choisir une grande ouverture numérique, et plus vous allez être obligé de travailler très près de votre objectif, la distance entre votre objectif et l'échantillon va être de plus en plus petite. Donc, pour avoir une très bonne résolution, vous allez donc ça va avoir des conséquences sur la distance de travail sur laquelle vous allez être obligé de fonctionner, et sur la profondeur de netteté de votre système, puisque vous allez aussi diminuer la taille axiale de votre fonction d'instrument. Une façon de faire pour réaliser ça, c'est notamment d'utiliser des systèmes, des objectifs qui fonctionnent avec un milieu d'immersion, parce que vous allez en fait assurer la continuité optique entre votre objectif et votre échantillon ici par une goutte de matériaux, ça peut être de l'eau, ça peut être du silicone ou ça peut être de l'huile, et ça va vous permettre de capter... Je le vois pas. Ça va vous permettre de capter davantage de rayons ou de focaliser mieux votre lumière au niveau de votre échantillon. Donc globalement, toujours dans la démarche d'améliorer votre résolution, vous allez donc travailler avec des objectifs qui ont une très courte distance de travail. Vous allez privilégier des objectifs qui fonctionnent avec une immersion, et ça va avoir pour conséquence que vous allez avoir une profondeur de netteté qui va être très faible. Le problème quand on fait ça, c'est que on est confronté au fait qu'en optique, à partir du moment où on travaille avec des rayons de lumière qui vont être très inclinés par rapport à l'axe optique du système, vous voyez que cette lentille un peu idéale, en fait, elle est assez mauvaise pour focaliser la lumière à partir du moment où je travaille sur toute son ouverture numérique. Donc en fait, c'est un peu un paradoxe pour, en tout cas, un compromis à trouver. De façon à améliorer la résolution, il faut travailler avec des grandes ouvertures numériques, mais globalement, les optiques sont plutôt mauvaises avec des grandes ouvertures numériques. Donc, comment on fait pour se sortir de ce problème? On est obligé de pas utiliser les optiques n'importe comment, parce que l'avantage des aberrations optiques, c'est qu'elles ont un signe, et elles peuvent être positives ou négatives, et donc elles se comportent pas exactement de la même façon suivant le sens de propagation de la lumière. Donc vous voyez que par exemple que cette lentille-là, si je l'utilise dans ce sens-là avec la partie plane et la partie convexe, enfin la partie plane vers l'infini et la partie convexe vers le point de focalisation, ma tâche image, elle va être vraiment toute moche parce que je vais focaliser grosso modo sur toute cette région-là.
Alors que juste si je la retourne et que je la mets dans l'autre sens, là je suis beaucoup plus malin et je focalise beaucoup mieux en un petit point. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est obligé de penser systématiquement quand on conçoit un système optique, c'est de faire en sorte de minimiser les aberrations, en particulier quand on travaille avec des grandes ouvertures numériques. Et c'est la raison pour laquelle les objectifs que vous achetez sont super chers, parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez plein d'optiques qui ont été précisément ajustées, de façon à ce que toutes les aberrations que chacune induit dans le système est compensé par la lentille suivante. Et à ce niveau d'ouverture numérique, il devient même nécessaire de compenser juste les aberrations qui sont produites par juste la lamelle sur laquelle est posé votre échantillon, ou même par la goutte d'huile que vous avez mis entre votre lamelle et votre objectif, parce que même ces systèmes optiques si simples qu'une lamelle ou une goutte d'huile, ça suffit à créer des focalisations assez moches ici. Donc dans les objectifs à très grande ouverture numérique, en général, vous avez une bague de correction qui vous permet de justement corriger spécifiquement les aberrations qui sont induites par ces systèmes optiques. Et on vous impose de travailler avec des lamelles qui ont des épaisseurs bien spécifiques et des indices optiques également très spécifiques. Alors, voilà, maintenant qu'on a fait ça et que je vous ai expliqué à quel point c'était compliqué un objectif de microscope, je vais le simplifier complètement et je vais juste considérer que c'est un bloc ici avec là le plan focal arrière et là le plan de mise au point. Et finalement, on va juste supposer qu'il est super bien conçu à l'intérieur. Donc sur ce schéma-là, je vous représente un petit peu à quoi va ressembler votre champ d'illumination. Donc là, typiquement, on va travailler avec une illumination homogène sur tout le champ. Là, c'est à quoi ressemble le plan focal arrière. Donc pour avoir, comme le plan focal arrière est conjugué ici avec l'infini, pour avoir une illumination homogène, il faut focaliser dans le plan focal arrière et ça va produire une illumination collimatée vers l'infini. Donc la lentille de tube d'excitation, elle va servir à focaliser à cet endroit-là, dans le plan focal arrière, pour avoir un super joli faisceau. Et pour ce qui est de la lumière fluorescente, donc on va la séparer de l'excitation avec un miroir dichroïque qui se trouve ici. On va en général préciser ça avec un filtre d'émission pour être bien sûr de prendre la bonne longueur d'onde. Et on va envoyer ça sur la caméra et récupérer une image. Grosso modo, cette version simplifiée, c'est à peu près ce qu'il y a à l'intérieur de ce dispositif-là. Et alors, est-ce qu'on est arrivé au bout? Eh bien non, on n'est pas arrivé au bout du tout à cause de ce faisceau bleu que vous voyez qui se propage tout au long de ma cellule et qui va avoir pour effet, parce que la profondeur de netteté est très petite pour mon objectif qui lui est super, comme ça, la profondeur de netteté est très petite, ça va avoir pour conséquence que toute la fluorescence qui est créée dans l'épaisseur de l'échantillon, elle va apparaître floue sur la caméra. Donc au lieu d'avoir cette image ici, je vais avoir cette image-là. Qui est ce qu'on obtient quand on a un échantillon épais. Donc l'une des choses qu'on a à faire en microscopie optique de fluorescence, c'est à mettre en place des stratégies de sectionnement optique, en particulier quand on regarde des échantillons épais, parce que à cause de cette très faible profondeur, non, normalement ça devrait être un peu plus joli que ça quand même, voilà. Quand on regarde des échantillons épais, en fait tout apparaît flou. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à faire quand on fait du sectionnement optique, mais en vrai, si on fait pas de sectionnement optique, on obtient ça. Alors, comment fait-on du sectionnement optique, allez-vous me demander? Il y a plusieurs façons de faire. La première façon de faire, c'est d'utiliser un microscope confocal, en gros. C'est-à-dire qu'on va légèrement changer les conjugaisons par rapport à mon microscope en épifluorescence. Donc hop, je vais changer les conjugaisons, et au lieu de focaliser dans le plan focal arrière, maintenant je vais complètement couvrir mon plan focal arrière avec mon faisceau de lumière. Par conséquent, je vais être focalisé au niveau de mon échantillon. Et devant mon détecteur, je vais enlever la caméra, je vais mettre juste un photomultiplicateur par exemple, mais je vais placer devant un petit pinhole, donc un tout petit trou, dans lequel
dans lequel va juste avoir la place de passer le point qui est exactement au niveau de mon échantillon. Donc de cette façon-là, je sélectionne spatialement uniquement la fluorescence qui m'intéresse et celle qui se produit en dessus et en dessous, je l'élimine grâce au filtrage. Alors ça a l'air super, le seul problème c'est que ça j'ai réussi à le faire que pour un point, donc si je veux le faire sur tout mon champ, il faut que je balaye mon champ avec ce point. Donc soit je balaye l'échantillon, ça c'est un petit peu compliqué mais c'est possible. Soit je balaye le faisceau avec des miroirs scannants qui peuvent être plus ou moins rapides. Ils sont de plus en plus rapides, je vous rassure. Soit je fais ça avec plein de points à la fois, avec des stratégies de type spinning disk ou excitation multipoint diverses et variées. En termes de résolution, commençons par les côtés positifs. Le contraste, l'amélioration du contraste est super importante puisqu'on améliore très 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 fortement le sectionnement optique par rapport à l'épifluorescence ici. En revanche, en termes de résolution, on n'a pas gagné grand-chose. Mais c'est pas grave, on verra qu'on a d'autres moyens d'améliorer la résolution, on a déjà beaucoup gagné en contraste. Alors le seul problème, c'est que le seul problème qu'on a, c'est que comme je vous le disais, il faut scanner. Donc ça prend du temps et accessoirement, on focalise la lumière en un point et ça, en termes de photodommage, c'est pas formidable. Donc l'idée, pour aller plus vite et pour moins focaliser la lumière et être meilleur en termes de lutte contre le photodommage, c'est de travailler en plein champ. Et donc en plein champ, on a ce problème qui apparaît insoluble puisqu'on éclaire toute l'épaisseur de l'échantillon. Comment éviter d'éclairer toute l'épaisseur de l'échantillon? On peut commencer par éclairer légèrement de façon inclinée. Pour ça, on décale le point de focalisation dans le plan focal arrière. Donc on a toujours un faisceau collimaté qui émerge, mais vous voyez qu'il est décalé par rapport à l'axe optique cette fois-ci. Donc il y a toute une partie du plan de mise au point qui va être moins éclairée, et donc on va avoir moins de lumière qui provient des profondeurs de l'échantillon. C'est ce qu'on appelle travailler en illumination oblique ou HILO pour Highly Inclined and Laminated Optical Sheet. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. Il suffit de travailler avec une incidence encore plus oblique. Et cette fois-ci, on atteint la configuration qu'on appelle l'excitation TIRF. Donc on a encore plus décalé la focalisation dans le plan focal arrière. Donc on a encore plus décalé l'angle ici du faisceau. On l'a tellement décalé qu'on arrive dans la configuration où la lumière, comme pour cette tortue là que j'ai prise en photo tout à l'heure, évidemment, juste en face, sur la plage, bien sûr. On se trouve dans la configuration que vous observez ici à la surface de l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Et ce qui est très intéressant avec cette configuration, c'est qu'en fait, vous avez une onde très particulière qui est créée juste à l'interface entre l'échantillon et la lamelle de verre, qu'on appelle une onde évanescente, dont l'épaisseur... Donc c'est une onde stationnaire, c'est pas une onde qui se propage, c'est une onde qui est juste là, stationnaire. Et la profondeur de pénétration de cette onde évanescente est de l'ordre de la centaine de nanomètres. Donc on est en dessous de la longueur d'onde. Ça veut dire que seuls les fluorophores qui vont être typiquement situés dans les centaines de premiers nanomètres de votre échantillon vont être excités. Donc là, on a éliminé toute forme de bruit de fond. Je vous montrerai une image juste après. Ce qu'on peut faire à l'excitation, on peut aussi le faire à la détection. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner uniquement la lumière qui a été émise au bord pour les grands angles, tout près du bord de l'ouverture numérique. C'est la lumière qu'on appelle la lumière supercritique. Et en fait, cette lumière supercritique, elle correspond au champ proche des fluorophores, qui est donc évanescent puisque c'est un champ proche, et qui peut devenir propagatif si le fluorophore est très près de l'interface. Donc vous voyez que cette lumière supercritique, on la voit sur un anneau ici, dans le plan focal arrière, quand on est très près de l'interface entre la lamelle et... l'interface avec la lamelle.
Bon, en vrai, on ne peut pas faire une image comme ça parce que ça crée beaucoup trop de diffraction, donc il y a des astuces, mais on pourra en parler à un autre moment. Quoi qu'il en soit, le résultat de ces techniques de sectionnement optique qui utilisent l'illumination oblique, voire l'illumination évanescente ou la sélection de la lumière évanescente, c'est ce qu'on peut observer ici avec la même cellule, qui est donc une image qui a été acquise par Laurent, qui est ici aussi aujourd'hui, enfin toute l'école. Donc ici, vous avez l'illumination en épifluorescence. Vous voyez qu'il y a toute une partie floue dans les profondeurs de l'échantillon. Là, Laurent a basculé en TIRF et il sélectionne juste la partie qui est adhérente à la lamelle. Alors, toutes ces techniques, elles permettent d'obtenir un sectionnement optique sub-longueur d'onde, de l'ordre d'une centaine de nanomètres, mais uniquement à l'interface. Donc, comment on fait pour atteindre le même type de sectionnement, en tout cas une forme de sectionnement optique en profondeur? Il y a d'autres stratégies. Donc, en profondeur dans l'échantillon, on peut notamment utiliser toute la famille des microscopies à feuilles de lumière, où cette fois-ci, on est obligé d'exciter l'échantillon avec une feuille de lumière, donc un faisceau qui ressemble à une lame de lumière comme ça. Donc orthogonale à la direction dans laquelle on acquiert l'image. On fait ça typiquement avec un objectif qui, lui, pour le coup, a plutôt une grande distance de travail, qu'on associe éventuellement avec une lentille cylindrique pour avoir une focalisation dans une seule direction. Et on va scanner ensuite soit ce faisceau-là verticalement, ou ce faisceau-là éventuellement horizontalement, en l'occurrence, de façon à acquérir sur des échantillons épais des gros volumes de données, puisqu'on a la possibilité dans cette configuration-là de limiter considérablement le photodommage, puisqu'on image à un instant donné que la partie qu'on éclaire avec la feuille de lumière. Donc le problème, c'est que ça nécessite de balayer à la fois au niveau de l'excitation et de l'émission. Donc ça peut commencer à devenir, ça peut commencer à prendre du temps. Et l'autre problème, c'est que à ce niveau-là, de taille d'échantillon, ce qu'on appelle l'imagerie du petit animal, l'échantillon en lui-même peut créer des aberrations optiques qu'il devient nécessaire de corriger. Alors l'autre défaut, à mon avis, de la microscopie à feuille de lumière, c'est que c'est un peu la zoologie des acronymes qu'on n'arrive jamais à savoir exactement ce que ça veut dire. Et donc, toutes ces techniques de microscopie à feuille de lumière, parfois elles s'appellent SPIM, parfois elles s'appellent... Enfin si, c'est quand même beaucoup SPIM. Mais vous voyez qu'il y a plein de géométries différentes qui finalement permettent d'accéder à ça. Voilà, donc un exemple d'image qui a été obtenu par Mathias Mercier et Alexandra Fragola, qui sera là un peu plus tard demain, je crois, où justement, sur cette manip-là, ils ont mis en place de l'optique adaptative pour corriger les aberrations dues à l'échantillon. Une autre façon de faire, pour avoir du sectionnement optique en profondeur, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'illumination structurée, où on va en fait... cette fois-ci éclairé avec deux faisceaux de lumière décalés l'un par rapport à l'autre, ce qui va créer une figure d'interférence. Et donc on va imager l'échantillon avec cette figure d'interférence-là. L'intérêt de cette technique, c'est que à cause de la faible profondeur de netteté de l'objectif, les interférences, elles ne seront visibles que dans la partie de l'échantillon qui est dans le plan de mise au point. Et ça va être brouillé en dehors. Ça veut dire que de cette façon-là, on peut en quelque sorte encoder le plan de mise au point par le fait qu'il y a des franges qui se trouvent à cet endroit-là. Donc si je vous montre un petit peu ce qui se passe sur cette image-là, sur ces images-là, à gauche, vous avez donc l'illumination uniforme. Vous voyez qu'il y a des zones floues et des zones nettes, parce que l'illumination est en épifluorescence. En illumination structurée, on voit qu'il n'y a que les zones nettes qui sont affectées par les franges d'interférence. Et si on est capable de mettre en place
traitements numériques qui peuvent être plus ou moins compliqués, on peut extraire uniquement la partie qui contient justement ces franges d'interférence pour extraire de cette façon-là la section optique qui nous intéresse. Donc là, c'est le technique de processing qu'on appelle high-low pour high-low frequencies, rien à voir avec l'imagerie oblique. Malheureusement, c'est un peu le problème de la microscopie. Il y a plein d'acronymes et parfois, il y a le même acronyme pour dire deux choses complètement différentes. L'autre intérêt de la microscopie en illumination structurée, donc ça c'est la technique qui a été proposée par Gustafsson en 2000, c'est que si on se place dans le plan, dans l'espace réciproque, on se rend compte que grâce à l'encodage de la section optique avec un certain motif périodique, on peut améliorer la résolution d'un facteur 2. Donc ça impose des contraintes en termes de traitement des images qui sont un peu compliquées et surtout il faut vraiment avoir des franges d'interférence vraiment très très sinusoïdales pour que ça marche bien. Néanmoins, c'est une jolie façon de dépasser enfin la limite de résolution qui était un peu l'objectif de ma présentation aujourd'hui. Donc parlons donc de super résolution et de dépassement de la limite de la diffraction en microscopie de fluorescence. Donc comme vous le savez, ces techniques, elles ont obtenu le prix Nobel en 2014, je crois juste après la présentation de Eric Betsy ici à Mifobio, c'est ça, c'était à un jour près il me semble. Le lendemain, ouais c'est ça. Et donc, grâce aux travaux de Stefanel, Eric Bektich et William Mörner, on arrive finalement à avoir des PSF qui sont très 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 sensiblement plus petites que celles qu'on obtient avec un confocal standard. Je vais vous expliquer ça un peu rapidement. Et grâce à ces techniques, on arrive à faire passer le domaine de résolution de la microscopie de fluorescence un cran plus loin, au niveau de la dizaine de nanomètres, typiquement pour observer donc des structures dans les échantillons qui sont très très sensiblement plus petites. Alors comment ça marche? Il y a grosso modo deux façons de faire, de façon assez caricaturale. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de présenter, mais moi c'est comme ça que je pense les choses. Il y a une façon un peu déterministe de faire et une façon plutôt stochastique de faire. Donc la façon déterministe de faire, c'est grosso modo ce que Stefanel a mis au point dans les techniques de type STED et Minflux par exemple. C'est que son idée, c'est qu'il dans un échantillon de tubuline, comme par exemple ici, si vous avez mis des fluorophores et que vous éclairez pas les fluorophores, si vous les éclairez pas, ils émettent pas de lumière. Si vous les éclairez avec à la longueur d'onde d'excitation, ils se mettent à émettre de la lumière, mais comme tout ça c'est dans le même volume correspondant à votre PSF, vous n'arrivez pas à les séparer. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour les séparer? Il faudrait isoler juste ceux qui sont dans un sous-volume de ce volume d'excitation, par exemple avec un masque qui aurait une forme intéressante de type donut. Et c'est un peu ça l'idée du STED, c'est-à-dire qu'on superpose au faisceau d'excitation un faisceau de désexcitation ou de déplétion par émission stimulée qui est légèrement décalé en longueur d'onde pour forcer la désexcitation à une longueur d'onde qu'on va éliminer ensuite à la fois spectralement, mais aussi on peut l'éliminer temporellement. Donc voilà, donc il faut un deuxième faisceau en forme de donut pour ne garder que les molécules qui sont dans le trou du donut. Et puis si on arrive à avoir un donut avec un tout petit trou, on arrive à garder finalement plus qu'une seule molécule au fur et à mesure qu'on crée l'image. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée, ça marche. Le seul problème, c'est que alors, c'est surtout un problème il y a quelques années quand on essayait de faire des microscopes STED nous-mêmes, et croyez-moi, j'ai essayé de le faire, c'est vraiment une tannée. Maintenant, vous pouvez les acheter dans le commerce, c'est un peu cher, mais c'est possible de les acheter. Je vous recommande plutôt de les acheter que d'essayer de vous les faire vous-même, c'est vraiment pas très, très facile à faire. Le problème, c'est que comme c'est des techniques qui fonctionnent à balayage, là, grosso modo, la sonde que vous utilisez, c'est le trou du donut, donc il est tout petit, et donc soit vous allez avoir un tout petit champ, soit ça va prendre très très longtemps pour réussir à avoir une image. Donc l'autre approche, c'est les techniques qui fonctionnent donc pas de façon déterministe, mais de façon plutôt aléatoire.
C'est-à-dire que là, vous allez décaler les phénomènes, non pas dans l'espace, mais dans le temps, et vous allez utiliser le fait que vous êtes capable de faire clignoter les fluorophores, un peu comme dans cette vidéo iconique de Ricardo, où en filmant la tour Eiffel, il était capable de détecter la position de chaque ampoule qui illumine la tour Eiffel pour reconstruire un peu une cartographie des ampoules de la tour Eiffel. Donc ce qui est facile dans ces techniques, c'est que vous voyez qu'on est capable de faire la même stratégie de traitement avec une photo réalisée avec un smartphone. Donc en fait, en termes d'acquisition des images, l'instrument, il est potentiellement assez simple. Bon, en revanche, c'est un peu compliqué de réussir à faire clignoter les fluorophores comme on a envie de le faire. Et d'autre part, il faut savoir mettre en place ces algorithmes de détection et de localisation des fluorophores. Mais notamment, comme vous le savez, ça marche également. Donc voilà, ça c'est un peu les deux idées. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails et revenir au STED. Donc dans le STED, vous avez donc besoin, dans le STED et les techniques analogues, vous avez donc besoin de 2 longueurs d'onde pour acquérir votre image. Une longueur d'onde qui vous sert d'excitation. Donc si vous avez un fluorophore vert, typiquement vous allez exciter dans le bleu. Et il vous faut aussi un faisceau en forme de donut à une longueur d'onde qui est décalée dans la partie plutôt rouge de l'émission, donc typiquement orange pour un fluorophore vert. Et donc, il faut mettre en forme le faisceau de façon à avoir un très joli donut. Et un très joli donut, ça veut notamment dire qu'il faut absolument que dans le trou du donut, vous ayez pas du tout de lumière, sinon ça va pas marcher. Et c'est ça le plus dur, en fait. Et donc, l'idée, c'est que si ça, c'est ma PSF, ma PSF d'émission, si je superpose mon faisceau de désexcitation, en fait, vous voyez que j'arrive à dépeupler ici, et donc ma PSF, elle s'affine. Et si je balance la patate dans le faisceau STED, comme j'ai vraiment pas de photons ici, les bords du trou du donut deviennent de plus en plus raides, et ma PSF effective, elle devient de plus en plus fine. Donc théoriquement, quand on est capable de faire ça, la seule chose qui limite, c'est la patate qu'on est prêt à mettre dans le faisceau STED. Et surtout la patate que l'échantillon est capable de supporter pendant ce temps-là. Voilà, donc un petit exemple ici entre le genre d'image. Donc là, c'est sur des nanosphères fluorescentes. Donc là, on peut y aller en termes de photobleaching. Donc si on met rien dans le STED, on a ça comme image. Et si on met bien la patate, on arrive à avoir 22 nanomètres de résolution. Donc maintenant, ça marche aussi dans des échantillons, même dans du vivant, parce que les progrès depuis les années 2010 ont été assez considérables en termes d'instruments, et je pense que vous aurez l'occasion de voir ça sur les instruments qui sont présents sur cette école. Bien, et pour finir ma présentation, je vais vous parler de ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire la grande famille donc de l'autre approche, l'approche aléatoire, l'approche stochastique, dont toutes les techniques qu'on englobe sur le terme des microscopies de superlocalisation de molécules uniques, où, comme je vous l'expliquais, l'idée, c'est de ne pas acquérir simultanément la lumière provenant de tous les fluorophores en même temps, mais de les faire clignoter, c'est-à-dire que de cette façon-là, vous décomposez l'acquisition de l'espace dans la direction du temps. Donc là aussi, c'est la super zoologie des acronymes de la microscopie. Donc ça peut s'appeler du PALM quand vous photoactivez, ça peut s'appeler du STORM quand vous utilisez un buffer qui permet de faire passer les molécules dans un état sombre, et ça peut s'appeler du PAINT ou du DNA PAINT quand vous les faites s'accrocher et se décrocher au fur et à mesure. Mais globalement, toutes ces techniques-là, au-delà du blinking et du clignotement, d'un point de vue traitement, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que vous voyez que vous allez localiser chaque événement et progressivement, vous allez reconstruire une image qui va être super résolue avec typiquement une résolution, en tout cas une précision de localisation qui va être inversement proportionnelle au nombre de photons. Donc plus vous allez avoir de photons et plus vous allez être précis.
et proportionnel à la taille de la PSF. Voilà, donc c'est un peu compliqué de réussir à faire clignoter tout ça, et c'est encore plus compliqué de réussir à le faire clignoter dans des échantillons qui sont vivants, et avec des durées qui sont compatibles avec le fait que les échantillons vivants, ils peuvent se déformer pendant l'acquisition, parce que qu'il s'agisse d'ailleurs des techniques déterministes ou des techniques aléatoires comme celle-ci, globalement, ça prend du temps d'acquérir des images. Mais ça fait partie justement des challenges qui seront discutés lors de cette école, que d'essayer de regarder un petit peu comment ça marche, si on réussit, puisqu'on réussit maintenant à avoir des fluorophores qui clignotent et qui sont compatibles avec les échantillons vivants. Voilà. Et donc, c'est aussi possible de réussir à acquérir des images en 3 dimensions par cette technique-là, notamment, mais il y a plein de façons de faire et il y a plein d'ateliers où on vous expliquera comment ça marche au sein de cette école. Mais une façon de faire, c'est de changer la forme de la PSF en fonction de la profondeur dans l'échantillon grâce à une lentille cylindrique qui est placée sur la détection. Donc, comme vous le voyez ici sur l'image de clignotement, vous allez avoir des PSF qui seront plutôt verticales et d'autres qui seront plutôt horizontales. On peut faire le lien entre la verticalité ou l'horizontalité et la profondeur et reconstruire de cette façon-là une image en 3 dimensions. J'ai pas du tout compté le temps. C'est bien ou pas? On est bien? Ça tombe bien, j'ai fini. Voilà, ça c'est la photo de notre équipe. Et là, il y a des ateliers avec des gens de l'équipe qui vous parleront de choses de microscopie. N'hésitez pas à aller les voir et discuter avec eux de comment ils font pour améliorer la résolution dans les instruments. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'on peut avoir un problème de profondeur en fonction de la conjugaison avec le backfocal plane? C'est-à-dire que si on veut aller plus profondément, on est obligé de se déconjuguer du backfocal plane. Est-ce qu'il y a des moyens de remédier à ça ou pas? Alors, c'est une vraie très très bonne question. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, le backfocal plane, il est vraiment dans l'objectif en général, mais la conjugaison qu'on perd, c'est la conjugaison entre le backfocal plane et le plan focal de la lentille de tube. Et effectivement, en vrai, il n'y a qu'une seule vraie conjugaison pour laquelle le plan focal de la lentille de tube et le backfocal plane sont dans au même niveau. Donc il n'y a qu'une seule vraie configuration pour laquelle on est télécentrique. Donc oui, ça peut finir par poser un problème dans l'échantillon.